Le journal d'Alonzo Typer par William Lumley. Note de l'éditeur. Alonzo Hasbrouck Typer de Kingston, New York, a été vu pour la dernière fois et reconnu le 17 avril 1908 aux alentours de midi à l'hôtel Richmond à Batavia. Il était l'unique survivant d'une très ancienne famille du comté d'Ulster et il avait 53 ans au moment de sa disparition. M. Typer avait fait ses études avec un précepteur puis aux universités Columbia et Heidelberg. Il passa toute sa vie à étudier, le domaine de ses recherches comprenait bien des territoires obscurs et généralement redoutés aux frontières du savoir humain. Après avoir été refusé par de nombreux éditeurs, ses travaux sur le vampirisme, les fantômes et les phénomènes de poltergeist furent imprimés en édition privée. Il démissionna de la Society of Psychical Research en 1900, après une série de controverses particulièrement violentes. À différentes époques, M. Typer voyagea beaucoup, disparaissant parfois pendant de longues périodes. Il est connu pour avoir visité des localités mystérieuses au Népal, en Inde, au Tibet et en Indochine. Il a passé la plus grande partie de l'année 1899 sur la mystérieuse île de Pâques. Les recherches approfondies menées après la disparition de M. Typer ne donnèrent aucun résultat et son héritage fut partagé à New York entre des cousins éloignés. Le journal présenté ici a, dit-on, été trouvé dans les ruines d'une grande maison de campagne près d'Attica, dans l'État de New York, qui avait acquis avant de s'effondrer une réputation étrangement sinistre. L'édifice était très ancien, antérieur à l'installation massive des Blancs dans cette région. Elle avait été le domicile d'une famille étrange vivant sur elle-même, les Van der Hale, venus d'Albany en 1746, et curieusement entachés du soupçon de sorcellerie. Le bâtiment datait probablement des années 1760. On sait très peu de choses sur l'histoire des Van der Hale. Ils se tenaient entièrement à l'écart de leurs voisins normaux, employés des domestiques noirs amenés directement d'Afrique, et parlant très peu l'anglais, firent instruire leurs enfants à domicile et dans des universités européennes. Ceux d'entre eux qui se répandirent dans le monde furent rapidement perdus de vue, non sans avoir auparavant acquis une mauvaise réputation pour leur affiliation à des groupes pratiquant des messes noires et des cultes encore plus inquiétants. Autour de la maison redoutée s'éleva un village aux maisons disséminées, peuplé d'Indiens, et ensuite de renégats de la campagne environnante, qui portait le nom équivoque de Chorazin. Plusieurs monographies ont été écrites par des ethnologues sur les singulières lignées héréditaires qui firent ensuite leur apparition parmi les villageois mélangés de Chorazin. Juste derrière le village et en vue de la maison Van der Hale se trouve une colline escarpée couronnée d'un cercle particulier de pierres levées que les Iroquois ont toujours considéré avec crainte et aversion. L'origine et la nature de ces pierres, dont la date, d'après le témoignage d'ordre archéologique et climatérique, doit être fabuleusement reculée, est un problème qui n'a toujours pas été résolu. À partir de 1795, les légendes colportées par les pionniers récents de la population ultérieure font souvent allusion aux cris étranges et aux chants venant, à certaines saisons, de Chorazin, ainsi que de la Grande Maison et de la colline de pierre levée. Il y a cependant toutes les raisons de supposer que les bruits ont cessé vers 1872, lorsque toute la maison Van der Hale, domestique et tout le monde, a disparu soudainement et simultanément. À partir de cette date, la maison fut désertée, car d'autres événements désastreux, 3 décès inexpliqués, 5 disparitions et 4 cas de folie subite, se produisirent lorsque de nouveaux propriétaires et des visiteurs intéressés tentèrent d'y séjourner. La maison, le village et des zones rurales importantes s'étendant des deux côtés retournèrent à l'état, et furent, du fait qu'on ne pouvait découvrir d'héritier Van der Hale, vendus aux enchères. Depuis 1890 environ, les propriétaires, successivement feu Charles A. Shields et son fils Oscar S. Shields de Buffalo, ont laissé toute la propriété dans un état de complet abandon, et prévenu tous ceux qui se renseignaient de ne pas visiter la région. Parmi ceux qui ont approché de cette maison au cours de ces 40 dernières années, il y eut principalement des étudiants en sciences occultes, des officiers de police, des journalistes et de curieux personnages de l'étranger. Parmi ceux-ci, il y avait un mystérieux Eurasien, probablement originaire de Cochinchine, dont la dernière apparition, en proie à une crise d'amnésie et portant des mutilations bizarres, fit l'objet en 1903 d'abondantes informations de presse.
Le journal de M. Typer, un livre d'environ 15 cm par 8,75, en papier rugueux avec une reliure étrangement solide en métal laminé de faible épaisseur, fut trouvé en possession de l'un des villageois décadents de Chorazin le 6 novembre 1935 par un policier d'État envoyé pour enquêter sur des bruits concernant l'effondrement de la maison déserte des Van der Heyl. La maison était bel et bien tombée, évidemment, du fait de son âge et de son état de décrépitude, au cours du violent ouragan du 12 novembre. La désintégration était particulièrement complète, et aucune recherche ne put être faite dans les ruines pendant plusieurs semaines. John Eagle, le villageois qui détenait le journal, basané, visage simiesque de type indien, dit avoir trouvé le livre près de la surface des décombres, là où avait dû se trouver une chambre en façade au premier étage. Le contenu de la maison ne put être identifié que pour une très petite partie. Cependant, un caveau aménagé dans le sous-sol énorme et fait de briques étonnamment solides, dont on dut faire sauter la vieille porte de fer à cause de sa serrure bizarrement décorée et d'une solidité opiniâtre, restait intact et présentait plusieurs caractéristiques déconcertantes. Tout d'abord, les murs étaient couverts d'hiéroglyphes grossièrement gravés dans la brique, qui n'avaient pas encore été déchiffrés. Une autre particularité consistait en une énorme ouverture circulaire à l'arrière du caveau, bloquée par un éboulement, qui avait évidemment amené l'effondrement de la maison. Mais ce qu'il y avait de plus étrange que tout, c'était le dépôt apparemment récent sur le sol dallé d'une substance fétide, gluante, d'un noir de poids, s'étendant suivant une ligne irrégulière d'1 mètre environ de large et se terminant d'un côté de l'ouverture circulaire bloquée. Ceux qui furent les premiers à ouvrir ce caveau ont déclaré que l'endroit sentait une odeur rappelant celle du pavillon des reptiles au zoo. Le journal, qui n'avait apparemment d'autre destination que de couvrir une investigation de la part de la redoutable maison Van der Heyl par M. Typer, de disparu, a été reconnu comme authentique par les experts graphologues. L'écriture trahit des signes de tension nerveuse croissante à mesure qu'on avance vers la fin, et devient par endroits presque illisible. Les villageois de Chorazin, dont la stupidité et la taciturnité déroutent tous ceux qui essaient d'étudier la région et ses secrets, ne se rappellent pas avoir distingué M. Typer des autres visiteurs téméraires de la maison maudite. Le contenu du journal est donné ici textuellement et sans commentaire. Comment l'interpréter et qu'en inférer d'autre que la folie du rédacteur, c'est au lecteur d'en décider. Seul l'avenir nous dira quelle valeur il peut y avoir pour résoudre un mystère vieux d'une génération. Il peut être remarqué que les généalogistes confirment les souvenirs tardifs de M. Typer dans l'affaire Adrienne Slett. Le journal. Arrivé ici vers 6 heures du soir. Il m'a fallu faire à pied tout le trajet depuis Attica malgré un orage menaçant car personne n'a voulu me louer un cheval ou une voiture, et je ne sais pas conduire une automobile. L'endroit est encore pire que ce que j'attendais, et j'appréhende ce qui va venir, bien qu'en même temps, je sois impatient de connaître le secret. La nuit va venir trop vite, la vieille horreur du sabbat de Walpurgis. Et après ce temps passé au pays de Galles, je sais qu'il faut chercher ici. Quoi qu'il arrive, je ne flancherai pas. Mu par une force sans limite, j'ai donné toute ma vie à la quête des mystères impies. Je ne viens ici que dans un but, et je ne vais pas me quereller avec le destin. Il faisait très sombre quand je suis arrivé ici, bien que le soleil ne soit pas le moins du monde couché. Les nuages d'orage étaient les plus denses que j'ai jamais vus, et je n'aurais pu trouver mon chemin sans les éclairs. Le village est une petite mare stagnante épouvantable, et ses rares habitants ne sont guère que des idiots. L'un d'entre eux m'a salué d'une drôle de façon, comme s'il me connaissait. Je ne vois qu'une faible partie du paysage, simplement une petite vallée marécageuse, de curieux roseaux bruns et des champignons morts, entourés d'arbres décharnés, bizarrement contournés avec des rameaux dénudés. Mais derrière le village se dresse une colline d'aspect sinistre au sommet de laquelle se trouve un cercle de grosses pierres, avec une autre pierre au centre. Cela, il n'y a pas de question, est la mauvaise chose primordiale dont V m'a parlé à propos du N. La grande maison est située au milieu d'un parc envahi de bruyères au curieux aspect. J'ai eu de la peine à passer au travers, mais quand j'y fus parvenu, le grand âge et la décrépitude du bâtiment faillirent me dissuader d'y entrer. L'endroit paraissait crasseux et malsain. Je me demandais comment une masse si lépreuse pouvait se tenir encore. C'est du bois,
et bien que son plan d'origine soit caché sous un enchevêtrement déroutant d'ailes ajoutées à différentes dates, je pense que cela a été bâti à l'origine dans le style colonial de la Nouvelle-Angleterre. C'était probablement plus facile à construire qu'une maison hollandaise en pierre, et alors là, je me rappelle également que la femme de Dirk van der Eyl était de Salem, et fille de l'indicible Abaddon Corey. Il y avait un petit porche à piliers et je pus m'y mettre à l'abri dès que l'orage éclata. C'était une tempête démoniaque. Il faisait noir comme en pleine nuit, avec la pluie qui tombait à verse, du tonnerre et des éclairs comme si c'était la fin du monde, et un vent qui accrochait littéralement tout. La porte n'était pas fermée à clé. Je sortis donc ma torche électrique et entrai. Il y avait des centimètres de poussière par terre et sur les meubles. Cela sentait la tombe envahie de moisissures. Un vestibule allait d'un bout à l'autre et il y avait à droite un escalier en pas de vis. Je montai péniblement l'escalier et choisis cette chambre sur le devant pour y camper. Tout paraissait meublé, bien que la plus grande partie du mobilier soit en pièces. Ceci est écrit à 8 heures après un repas froid tiré de mon sac de voyage. Ensuite, les gens du village m'apporteront du ravitaillement. Cependant, ils n'acceptent pas de s'avancer plus près que les ruines de la grille du parc, jusqu'à, comme ils disent, plus tard. Je voudrais pouvoir me débarrasser d'un désagréable sentiment de familiarité avec cet endroit. Plus tard. J'ai conscience de plusieurs présences dans cette maison. L'une en particulier m'est décidément hostile. Une volonté maléfique qui essaie de combattre la mienne et de prendre le dessus. Je ne dois pas autoriser cela un seul instant, mais employer toutes mes forces pour y résister. C'est abominablement maléfique et absolument non humain. Je pense que cela doit être allié à des pouvoirs extérieurs à la Terre, des pouvoirs dans les espaces derrière le temps et au-delà de l'univers. Cela domine comme un colosse, confirmant ce qui est dit dans les écrits d'Aclo. Il y a une telle sensation de grande taille en liaison avec cela que je me demande si ces chambres peuvent contenir sa masse. Et pourtant, il n'a pas de masse visible. Son âge doit être indiciblement grand, d'une manière choquante, indescriptible. 18 avril. Très peu dormi la nuit dernière. À 3 heures du matin, un vent étrange, insinuant, commence à envahir toute la région en montant sans cesse jusqu'à ce que la maison se balance comme sous l'effet d'un typhon. Alors que je descendais l'escalier pour m'occuper de la grande porte qui s'agitait, l'obscurité prenait des formes à moitié visibles dans mon imagination. Juste au-dessous du palier, j'ai été poussé violemment par derrière, par le vent, je suppose, bien que j'ai pu jurer avoir vu le contour d'une gigantesque patte noire qui se dissipait au moment où je me retournais. Je n'ai pas manqué ma marche, mais j'ai terminé la descente sans encombre et poussé le lourd verrou de la porte dangereusement secoué. Je n'avais pas l'intention d'explorer la maison avant l'aube, mais à présent, incapable de me rendormir et excité par un mélange de terreur et de curiosité, je n'avais plus envie de remettre mes recherches. Ma puissante torche à la main, je suis parti à travers la poussière jusqu'au grand salon du midi où je savais que se trouveraient les portraits. Ils étaient là, exactement comme avait dit V. Et comme je paraissais le savoir également d'une source plus obscure. Certains étaient si noircis et si couverts de poussière que je ne pouvais y discerner que peu de choses, ou rien du tout. Mais de ceux que je pouvais repérer, je reconnus qu'ils étaient bien en effet de la détestable lignée des Van der Eyl. Certaines des peintures paraissaient faire penser à des figures que j'avais connues. Mais quelles figures, au juste, je ne pouvais pas le retrouver. Les traits de ce terrible hybride de Joris, engendré en 1773 par la plus jeune fille du vieux Dirk, étaient les plus nets de tous. Je pouvais repérer ses yeux verts et son expression de serpent. Chaque fois que j'éteignais la torche, ce visage semblait continuer à luire dans le noir, jusqu'à ce que je m'imagine à moitié qu'il brillait de lui-même d'une vague lueur verdâtre. Plus je regardais, plus il paraissait maléfique, et je me détournais pour éviter d'être halluciné par les changements d'expression. Mais je me tournais vers quelque chose de pire. La longue figure austère, les petits yeux rapprochés et les traits porcins le faisaient reconnaître sur le champ, même si l'artiste s'était efforcé de faire paraître ce groin aussi humain que possible. C'était ce que V avait chuchoté.
Comme je le contemplais avec horreur, je crus voir les yeux prendre un éclat rougeâtre pendant un instant. Le fond parut remplacé par un décor étranger et apparemment déplacé. Une dune déserte et lugubre sous un ciel d'un jaune sale, sur laquelle poussait un buisson d'épines noires à l'air sinistre. Craignant pour ma raison, je quittai précipitamment cette galerie maudite pour regagner à l'étage au-dessus le coin débarrassé de sa poussière où j'avais installé mon camp. Plus tard, décidé à explorer une partie des ailes du labyrinthe à la lumière du jour, je ne peux pas me perdre car les empreintes de mes pas sont visibles dans la poussière où l'on s'enfonce jusqu'aux chevilles, et je peux reconnaître si nécessaire d'autres pistes. Il est curieux de constater avec quelle facilité j'ai appris à m'y retrouver dans ce dédale de couloirs. J'ai suivi une longue aile orientée vers le nord jusqu'à son extrémité et suis arrivé à une porte fermée dont je force la serrure. Derrière, il y avait une toute petite chambre bourrée de meubles dont les boiseries sont sérieusement mangées par les vers. Sur le mur extérieur, je repérai un espace noir derrière de bois pourri, puis je découvris un étroit passage secret descendant dans les profondeurs inconnues et d'un noir d'encre. C'était une sorte de tunnel sans marche ni rampe, en pente rapide, et je me demandais à quoi il avait bien pu servir. Au-dessus de la cheminée, il y avait un tableau couvert de moisissures. En le regardant de près, je vis qu'il représentait une jeune femme, habillée à la mode de la fin du XVIIIe siècle. Le visage est d'une beauté classique, mais avec l'expression la plus démoniaque et maléfique qu'il m'ait jamais été donné de voir chez un être humain. Il n'y a pas seulement la ruse, la rapacité et la cruauté, mais aussi quelque chose de hideux, qui dépasse la compréhension humaine. Le tout semble avoir laissé son empreinte sur ses traits délicatement ciselés. En regardant, j'avais l'impression que l'artiste, ou le lent processus de la moisissure et de la dégradation, avait donné ce teint pâle une coloration maladive et verdâtre, et pu faire penser à une peau couverte de très minuscules écailles. Ensuite, je montai au grenier où je trouvai plusieurs coffres pleins de livres étranges, dont beaucoup dans des caractères et une présentation totalement inconnus. L'un de ces livres contenait des variantes de la formule d'Aclo, dont je n'avais encore jamais soupçonné l'existence. Je n'ai pas encore examiné les livres qui se trouvent en bas, sur les étages poussiéreuses. 19 avril. Il y a certainement ici des présences invisibles, bien que la poussière ne porte pas d'autres empreintes que les miennes. Hier, j'avais taillé un passage à travers les bruyères pour aller jusqu'à la grille du parc où l'on dépose mes provisions, mais ce matin, je l'ai trouvé bouché. Très étrange, puisque la sève commence à peine à monter dans les buissons. J'ai de nouveau l'impression qu'il y a là tout près quelque chose de tellement colossal que les pièces peuvent à peine le contenir. Cette fois-ci, je sens qu'une des présences est d'une taille semblable, et je sais à présent que le troisième rituel Aclo, que j'ai trouvé hier dans ce livre au grenier, rendrait cet être solide et visible. Reste à savoir si j'aurai le courage d'essayer cette matérialisation, car les périls sont très grands. La nuit dernière, j'ai commencé à apercevoir des figures et des formes fugaces dans les coins sombres des couloirs et des chambres. Figures et formes si hideuses et repoussantes que je n'ose pas les décrire. Elles semblent être d'une substance voisine de celle de cette patte géante qui a essayé de me pousser dans l'escalier avant-hier au soir, et elles doivent être par conséquent des fantômes de mon imagination bouleversée. Ce que je cherche ne ressemblerait pas tout à fait à ces choses. J'ai revu la patte quelquefois, seule, quelquefois avec l'autre, mais j'ai décidé d'ignorer ce phénomène. Au début de l'après-midi, j'ai exploré la cave pour la première fois. Comme les marches de bois de l'escalier sont complètement pourries, je suis descendu par une échelle trouvée dans une serre. L'ensemble n'est qu'une masse d'incrustations de salpêtre avec des tas sans forme marquant les endroits où se trouvaient divers objets qui se sont désintégrés. Tout au bout se trouve un passage étroit qui paraît s'étendre sous l'aile nord, où j'ai trouvé la petite chambre verrouillée et à l'extrémité se trouve un mur massif de briques avec une porte de fer fermée à clé. Ce mur et cette porte font apparemment partie d'une sorte de caveau et ont toutes les caractéristiques d'un travail effectué au XVIIIe siècle, nettement antérieur à la Révolution. Sur la serrure, qui, chose curieuse, est nettement plus ancienne que le reste de la partie métallique, sont gravés certains symboles que je ne peux pas déchiffrer. V ne m'a pas parlé de ce caveau. Il me met plus mal à l'aise que tout ce que j'ai vu d'autre, car chaque fois que je m'en approche, je suis pris d'une envie irrésistible d'écouter quelque chose.
Jusqu'à présent, aucun bruit fâcheux n'a accompagné mon séjour dans ce lieu maudit. En quittant la cave, je regrettais amèrement que l'escalier ne soit plus là, car l'ascension de l'échelle m'a paru d'une lenteur affolante. Je ne veux pas redescendre dans cet endroit. Et pourtant, quelques génies malfaisants me poussent à y essayer, d'y retourner la nuit, si je veux apprendre ce qu'il y a à apprendre. 20 avril. J'ai sondé les profondeurs de l'horreur, simplement pour apprendre qu'il existe des profondeurs encore plus insondables. Hier soir, la tentation était trop forte et au début de la nuit, je suis redescendu dans cette cave infernale. Couverte de salpêtre, ma torche à la main. J'ai marché sur la pointe des pieds parmi des tas amorphes jusqu'à ce terrible mur de briques et cette porte fermée. Je ne faisais aucun bruit. Je me retenais de chuchoter aucune des formules d'incantation que je connaissais, mais je prêtais l'oreille avec la plus vive intention. Je finis par entendre les bruits venant de l'autre côté de cette tôle. Des pas feutrés, menaçants et des murmures, comme s'il y avait eu à l'intérieur des animaux de nuit. Alors il y avait aussi un affreux bruit de glissement, comme celui qu'aurait fait un grand serpent ou un animal marin entraînant ses anneaux monstrueux sur un sol pavé. Presque paralysé de terreur, je regardais l'énorme serrure rouillée. Les hiéroglyphes inconnus et mystérieux qui s'y trouvaient, c'étaient des signes que j'étais incapable d'identifier. Et quelque chose dans leur technique, vaguement mongoloïde, faisait penser à une antiquité effrayante et indescriptible. À certains moments, il me semblait que je les voyais luire d'une clarté verdâtre. Je faisais demi-tour pour m'enfuir, mais je me trouvais devant moi cette vision des pattes énormes, des grandes griffes qui semblaient se gonfler et devenaient plus tangibles à mesure que je regardais. Elles s'étendaient en sortant de l'inquiétante obscurité de la cave. On voyait au-delà apparaître, comme le début de membres couverts d'écailles, une volonté furieuse et malfaisante guidait leur tâtonnement affreux. Alors j'entendis, venant de derrière moi, à l'intérieur de cet abominable caveau, une nouvelle explosion de bruit étouffé, mais se répercutant, qui semblait faire écho à quelque chose comme des coups de tonnerre éloignés. Poussé par cette peur plus grande, j'approchai ma torche électrique des pattes d'ombre, et je les vis s'effacer devant le faisceau éclairant à pleine intensité. Alors je remontai l'échelle en courant, la torche entre les dents, et je ne m'arrêtai qu'après avoir regagné mon camp, de l'étage supérieur. Comment est-ce que cela se terminera? Je n'ose pas l'imaginer. Je suis venu pour chercher et je sais à présent que quelque chose est à ma recherche. Je ne peux pas partir même si je le voulais. Ce matin, j'ai essayé d'aller chercher mes provisions à la grille, mais j'ai trouvé des bruyères étroitement enchevêtrées sur mon chemin. C'était la même chose dans toutes les directions, derrière la maison et de tous les côtés. À certains endroits, les plantes grimpantes brunes, barbelées, se sont déroulées jusqu'à des hauteurs étonnantes et forment une haie d'acier qui me bouche tout tissu. Les villageois ont quelque chose à voir là-dedans. En rentrant à l'intérieur, j'ai trouvé mes provisions dans le grand vestibule du devant. Mais aucun indice ne m'a permis de savoir comment elles étaient arrivées jusque-là. Je regrette maintenant d'avoir balayé la poussière. Je vais en répondre encore un peu et voir quelles empreintes on laisse. Cet après-midi, j'ai lu quelques livres dans la grande bibliothèque sombre du rez-de-chaussée, au fond, et je me suis mis à soupçonner des choses que je ne peux pas me résoudre à mentionner. Je n'avais jamais vu le texte des manuscrits pnacotiques et les élytres d'Helltown jusque-là, et je ne serais pas venu ici si j'avais su ce qu'ils contenaient. Je crois qu'il est à présent trop tard, car nous ne sommes plus qu'à 10 jours du terrible sabbat. C'est pour cette nuit d'horreur qu'ils me tiennent en réserve. 21 avril. J'ai étudié de nouveau les portraits. Certains portent un nom, et j'en ai remarqué un qui m'a intrigué. C'était une femme au visage mauvais, peint il y a environ 2 siècles. Il porte le nom de Trintje van der Heel Slet. Et j'ai la nette impression d'avoir déjà rencontré ce nom de Slet, en relation avec quelque chose de significatif. Alors ce n'était pas horrible, mais cela l'est devenu aujourd'hui. Je dois fouiller ma tête pour trouver un indice. Les yeux de ces tableaux me hantent.
Est-il possible que certains d'entre eux émergent plus nettement de leur linceul de poussière, de décrépitude et de moisissure? Les sorciers à tête de serpent et de porc fixent horriblement dans leur cadre noirci, et une douzaine d'autres faces hybrides commencent à me guetter dans les pénombres de l'arrière-plan. Il y a chez eux tout un hideux air de famille, et ce qui est humain en eux est encore plus terrible que ce qui ne l'est pas. Je voudrais qu'ils me rappellent moins d'autres figures, des figures que j'ai connues dans le passé. Ils formaient une ligne maudite et Cornelius de Leyde était le pire de tous. C'est lui qui a abattu la barrière après que son père eut trouvé cette autre clé. Je suis sûr que V ne connaît qu'une partie de l'horrible vérité, si bien que je suis sans préparation ni défense. Et la lignée avant le vieux Claes. Ce qu'il a fait en 1591 n'aurait jamais pu être fait sans héritage de plusieurs générations maléfiques, ou bien un lien quelconque avec l'extérieur. Et les ramifications que cette lignée monstrueuse a poussées en avant sont-elles répandues sur toute la surface de la Terre, attendant tout un héritage commun d'horreur? Il faut que je retrouve l'endroit où j'ai jadis noté si spécialement le nom de Slate. Je voudrais pouvoir être sûr que ces tableaux restent toujours dans leur cadre. Depuis plusieurs heures, j'ai vu des présences fugitives telles que les premières pattes, les visages d'ombre et les formes, mais reproduisant rigoureusement certains des portraits anciens. En quelque sorte, je ne peux jamais apercevoir simultanément une présence et le portrait qui lui ressemble. La lumière est toujours défectueuse pour l'une ou pour l'autre, ou bien la présence se produit dans une pièce qui n'est pas celle où se trouvait le portrait. Peut-être, comme je l'avais espéré, les présences ne sont-elles que des créations de l'imagination, mais je ne peux pas en être sûr actuellement. Quelques-unes sont femelles et de la même beauté infernale que le tableau de la petite chambre fermée. Certains ne ressemblent à aucun portrait que j'ai vu, mais me donnent tout de même l'impression que leurs traits reproduits par la peinture se cachent sans être identifiés, sous la moisissure et la suie d'étoiles, dont je ne peux reconnaître le sujet. Un petit nombre, je le crains désespérément, ont approché de la matérialisation sous la forme solide ou semi-solide, et certaines sont d'une familiarité terrible et inexpliquée. Il y a une femme qui surpasse tout le reste en éclatante beauté. Ses charmes empoisonnés sont comme une fleur de miel qui pousserait sur le bord de l'enfer. Quand je la regarde de près, elle disparaît, mais seulement pour reparaître ensuite. Son visage a un reflet verdâtre. De temps en temps, j'imagine que je distingue quelque chose de squameux dans sa peau lisse. Qui est-elle? Cet être est-il celui qui a dû vivre dans la petite chambre fermée il y a un siècle ou davantage? Mes provisions avaient été de nouveau laissées dans l'antichambre sur le devant. Telle sera désormais l'habitude, cela est clair. J'ai répandu de la poussière pour avoir des empreintes, mais ce matin, le hall avait été entièrement balayé par une main inconnue. 22 avril. J'ai fait aujourd'hui une horrible découverte. J'ai exploré de nouveau le grenier envahi par les toiles d'araignée et j'ai trouvé un coffre sculpté tombant en poussière. Venant certainement de Hollande, plein de livres et de papiers blasphématoires beaucoup plus anciens que tout ce que j'ai trouvé jusqu'à présent. Il y avait un Necronomicon en grec, un livre d'Eibon en français des Normands de la Conquête et une première édition du vieux De Vermis Mysteris de Ludwig Prien. Mais le manuscrit ancien relié était ce qu'il y avait de pire. Il était en bas latin et de l'écriture étrange en patte de mouche de Claes van der Eyl. C'était évidemment un journal ou un carnet de notes tenu par celui en 1560 et 1580. Quand j'ouvris le fermoir d'argent noirci et feuilletai les pages jaunies, un dessin colorisé s'en échappa. La représentation d'une monstrueuse créature ne ressemblant à rien autant qu'à une pieuvre avec un bec et des tentacules, de grands yeux jaunes, et dans son contour une ressemblance lointaine avec un être humain. Je n'avais jamais vu jusque-là pareille forme de cauchemar aussi parfaitement répugnante. Sur les pattes des pieds et les tentacules de la tête se trouvaient de curieuses griffes qui me rappelaient les ombres colossales qui tâtonnaient d'une si horrible manière sur mon passage.
tandis que la chose elle-même siégeait sur un grand piédestal du genre trône où étaient inscrits des hiéroglyphes inconnus vaguement apparentés aux Chinois. Sur l'écriture comme sur l'image planait une atmosphère si sinistre et profondément maléfique et en même temps subtile que je ne pouvais y voir le produit d'aucun monde ni d'aucune époque. Cette forme monstrueuse devait être plutôt le foyer où se concentrait tout le mal de l'espace sans limite à travers les siècles passés et à venir. Et ces symboles doivent être plutôt de viles icônes sensibles douées d'une vie morbide, indépendante et prête à jaillir du parchemin pour détruire le lecteur. Je n'avais aucun indice sur la signification de ce monstre et de ces hiéroglyphes, mais je savais qu'ils avaient été tous tracés avec une précision infernale et dans un but inavouable. À mesure que j'étudiais ces caractères impurs, leur parenté avec les symboles gravés sur cette serrure sinistre de la cave devenait pour moi de plus en plus manifeste. Je laissai le tableau dans le grenier car avec une telle chose à côté de moi, le sommeil ne serait jamais venu. Pendant tout l'après-midi et toute la soirée, je lus le manuscrit du vieux Claes van der Eyl. Ce que j'ai lu assombrira et rendra horrible le temps quel qu'il soit qu'il me reste à vivre. La genèse du monde et des mondes antérieurs se déroula devant mes yeux. J'ai appris ce qui concerne la ville de Shambhala, construite par les Lémuriens il y a 50 millions d'années, et cependant toujours inviolée, à l'abri de sa muraille de force psychique dans le désert oriental. J'ai appris ce qui concerne le livre de Xian, dont les 6 premiers chapitres datent d'avant la Terre, et qui était vieux lorsque les seigneurs de Vénus sont venus à travers l'espace sur leurs vaisseaux pour coloniser notre planète. Et je vis consigner par écrit pour la première fois ce nom que d'autres avaient prononcé devant moi à voix basse, et que j'avais connu d'une manière plus intime et plus horrible, le nom maudit et redouté de Yan Ho. En plusieurs endroits, j'étais arrêté par des passages nécessitant une clé. Ensuite, d'après diverses allusions, je compris que le vieux Claes n'avait pas osé concentrer tout son savoir dans un seul livre, mais avait réservé certains points pour un autre. Et un volume ne peut pas être complètement intelligible sans celui qui doit l'accompagner. J'ai donc résolu de trouver le second volume s'il se trouve quelque part dans cette maison maudite. Bien que véritablement prisonnier, je n'ai pas perdu le goût que j'ai toujours eu, ma vie durant, pour l'inconnu. Et je suis décidé à sonder le cosmos aussi profondément que possible avant que la mort arrive. 23 avril. Fouillé toute la matinée à la recherche du second journal. L'ai trouvé vers midi dans un bureau de la petite chambre fermée à clé. Comme le premier, il est dans le latin barbare de Claes van der Eyl, et il paraît consister en notes séparées se référant à différents passages de l'autre. En le feuilletant, je suis tombé immédiatement sur le nom abhorré de Yan Ho. Yan Ho, cette ville perdue et cachée où dorment des secrets vieux de siècles, et au sujet de laquelle des souvenirs plus anciens que leur corps se cachent derrière l'esprit de tous les hommes. Il y est répété bien des fois, et le contexte est parsemé de hiéroglyphes grossièrement tracés, clairement apparentés à ceux du piédestal dans ce dessin infernal que j'avais vu. Ici, cela est clair, gît la clé de cette forme monstrueuse à tentacules et de son message interdit. Sachant cela, je remontai l'escalier grinçant jusqu'au grenier, domaine des toiles d'araignée et de l'horreur. Quand j'essayais d'ouvrir la porte de ce grenier, elle résista comme jamais encore elle ne l'avait fait. Elle déjoua plusieurs tentatives, et malgré tous mes efforts, elle finit par céder. J'eus la nette impression qu'une forme colossale, invisible, l'avait soudain libérée. Une forme qui fut enlevée par des ailes immatérielles, et qu'on pouvait entendre battre distinctement. Quand j'ai retrouvé l'horrible dessin, j'eus l'impression de ne pas l'avoir laissé exactement au même endroit. En appliquant la clé à l'autre livre, je ne tardai pas à m'apercevoir qu'elle ne constituait pas un guide direct jusqu'au secret, trop sombre pour n'être gardé que superficiellement. C'était seulement un indice. Il me faudrait des heures, peut-être des jours, pour dégager l'affreux message. Vivrai-je assez longtemps pour apprendre le secret ? Les membres et les pattes noires d'ombre hantent ma vue de plus en plus à présent, et paraissent encore plus gigantesques qu'au début. Et je ne me suis jamais libéré pour longtemps de ces vagues présences inhumaines
dont la masse nébuleuse semble trop grande pour pouvoir être contenue dans les chambres. Et de temps en temps, visages et formes grotesques et évanescentes caricatures des portraits se rassemblent devant moi dans une confusion déconcertante. Vraiment, il y a de terribles arcanes primitives de la Terre qu'il vaudrait mieux laisser dans l'inconnu sans les évoquer, de dangereux secrets qui n'ont rien à faire avec l'homme et que l'homme ne peut apprendre qu'en renonçant à la paix et à la raison. Des vérités chiffrées qui, pour toujours de l'initier un étranger au milieu de ses semblables et l'obligent à marcher seul sur la terre. Les terribles survivances de choses plus vieilles et plus puissantes que l'homme sont de même. Des choses qui ont d'une manière blasphématoire traversé en désordre les siècles pour parvenir à une époque qui n'était pas faite pour elles. Les entités monstrueuses qui sont restées plongées dans un sommeil sans fin au sein de cryptes incroyables et de cavernes reculées en marge des lois, de la raison et de la causalité, prêtes à être réveillées par tels blasphémateurs qui connaîtraient leurs signes noirs interdits et leurs mots de passe furtifs. 24 avril. Étudier toute la journée au tableau de la clé dans le grenier. Au coucher du soleil, entendu des bruits étranges d'un genre que je n'avais encore jamais rencontré et qui semble arriver de très loin. En prêtant l'oreille, je m'aperçus qu'il devait venir de cette curieuse colline escarpée avec ce cercle de pierres levées qui se trouve derrière le village, à une certaine distance au nord de la maison. J'avais entendu dire qu'il y avait un sentier qui partait de la maison pour aboutir au sommet de cette colline près de ce dolmen. J'avais soupçonné qu'à certaines saisons, les Vanderheyl avaient de fréquentes occasions de l'utiliser, mais tout cela était jusque-là resté latent dans mon subconscient. Les bruits actuels consistaient en sons flûtés, stridents, alternant avec un genre de sifflement ou de chuintement particulièrement hideux, une sorte de musique bizarre et d'ailleurs dont rien dans les annales de la Terre ne saurait rendre compte. C'était très faible, cela s'éteignait vite. Mais l'affaire avait déclenché en moi une suite de réflexions. C'est en direction de la colline que la longue aile du nord au plan incliné mystérieux et le caveau de briques fermé à clé situé en dessous sont orientés. Peut-il y avoir là une connexion qui m'aurait jusqu'à présent échappé? 25 avril. J'ai fait une découverte particulière et bouleversante sur la nature de mon emprisonnement. Attiré vers la colline par une fascination de mauvais aloi, j'ai découvert que les bruyères s'écartaient sur mon passage, mais seulement dans cette direction. Il y a une porte en ruine, et sous les buissons sans aucun doute les traces d'un ancien sentier. Les bruyères s'étendent sur une partie de la montée et tout autour de la colline, bien que le sommet aux pierres levées soit seulement couvert d'une curieuse végétation de mousse et d'herbes chétives. J'ai gravi la colline et j'ai passé là plusieurs heures. J'ai remarqué un vent étrange qui paraît balayer toujours le pourtour des monolithes interdits et qui semble quelquefois murmurer d'une façon curieusement bien articulée, bien qu'incompréhensible. Ces pierres, par leur couleur et leur contexture, ne ressemblent à rien de ce que j'ai pu voir ailleurs. Elles ne sont ni brunes ni grises, mais plutôt d'un jaune sale tournant au vert maléfique. Elle semble avoir le côté changeant du caméléon. La contexture rappelle étrangement la peau écailleuse du serpent et au toucher, elle laisse une odeur nauséeuse inexplicable. Elle est aussi froide et visqueuse que la peau d'un crapaud ou d'un autre reptile. Près du menhir central se trouve un creux singulier entouré d'une bordure de pierre que je ne peux expliquer. C'était peut-être l'orifice d'un puits ou d'un tunnel bouché depuis longtemps. Quand j'ai essayé de descendre la colline en des points éloignés de la maison, les bruyères m'ont, comme avant, empêché de passer. Par contre, le sentier menant à la maison était facile à retrouver. 26 avril. Monté de nouveau sur la colline ce soir, j'ai trouvé le murmure du vent beaucoup plus net. Ce bourdonnement presque furieux était devenu tout proche de la véritable parole, mais dans un genre vaguement sifflant. Il m'a rappelé l'étrange chant flûté que j'avais entendu venant de loin. Après le coucher du soleil, il éclata, un curieux éclair qui illumina l'horizon au nord, comme si on était prématurément en été. Il fut suivi presque aussitôt d'une curieuse détonation qui se produisit haut dans le ciel pâlissant. Il y avait autour de ce phénomène quelque chose qui me bouleversa profondément, et je ne pus me soustraire à l'impression que le bruit se terminait en une sorte de discours sifflant qui n'avait rien d'humain.
et qui se prolongeait en un rire cosmique guttural. Est-ce que mon esprit s'est mis finalement à chanceler, ou bien ma curiosité déplacée s'est-elle mise à faire surgir des espaces du crépuscule, des horreurs dont jamais on n'avait entendu parler? Le sabbat est actuellement tout proche. Comment cela se finira-t-il? 27 avril. Mes rêves sont enfin sur le point de se réaliser. Que la vie de mon esprit et de mon corps soit ou non en jeu, je franchirai la porte. Mes progrès dans le déchiffrage de ces hiéroglyphes du tableau, d'une importance cruciale, ont été lents, mais cet après-midi j'ai mis le doigt sur l'indice final. Vers le soir, je connaissais leur signification, et celle-ci ne peut s'appliquer que d'une seule façon aux choses que j'ai rencontrées dans cette maison. Il y a au-dessous de cette maison, inhumée je ne sais en quel endroit, un ancien qui me montrera la porte par laquelle je devrais entrer et me donnera les signes et les mots perdus dont j'aurai besoin. Depuis combien de temps il est enterré là, oublié de tous sauf de ceux qui ont dressé les murs sur la colline et de ceux qui par la suite ont cherché cet endroit et bâti cette maison, je ne peux faire à ce sujet aucune supposition. Quand Hendrik van der Heil est venu en 1638 en Nouvelle-Hollande, il était sans aucun doute à la recherche de cette chose. Les hommes de cette terre ne le savent pas, sauf dans les chuchotements secrets de ceux rares et secoués de terreur qui ont trouvé la clé ou en ont hérité. Aucun œil humain ne l'a jamais vu, sauf si les sorciers disparus de cette maison ont fouillé plus profondément qu'on ne l'avait pensé. Avec la connaissance des symboles est venue de même la maîtrise des 7 signes perdus de la terreur et une reconnaissance tacite des hideux et imprononçables mots de la terreur. Tout ce qui me reste à accomplir, c'est le chant qui transfigurera cet oublié qui est gardien de la porte antique. Ce chant m'étonne beaucoup. Il est composé de sons gutturaux rébarbatifs et de sifflantes incommodantes, ne ressemblant à aucune langue que j'ai rencontrée, même dans les plus noirs chapitres du livre d'Eibon. En rendant visite à la colline au moment du coucher du soleil, j'ai essayé de le lire à voix haute, mais il a provoqué en réponse un vague et sinistre grondement dans le lointain, et l'on a vu se tordre et tourbillonner comme une chose vivante et malfaisante, un nuage de poussière élémentaire. Je ne prononce peut-être pas correctement les syllabes d'ailleurs, ou bien peut-être est-ce uniquement pendant le sabbat, cet infernal sabbat pour lequel les pouvoirs de cette maison me retiennent sans aucun doute, que la grande transfiguration peut se reproduire. J'ai eu ce matin une étrange poussée de terreur. J'ai pensé un moment que je me rappelais où j'avais vu antérieurement ce nom déconcertant de Slate, et la perspective de voir les choses se réaliser m'a rempli d'une inexprimable horreur. Aujourd'hui, des nuages noirs menaçants se sont levés par intermittence au-dessus du cercle de la colline. J'avais plusieurs fois remarqué des nuages de ce genre, mais leur contour et leur disposition présentent maintenant une signification nouvelle. Ils ressemblent à des serpents. Sont fantastiques et curieusement comparables aux formes maléfiques nébuleuses que j'avais vues dans la maison. Ils flottent en cercle autour du dolmen primitif, en tournant plusieurs fois comme s'ils étaient doués d'une vie sinistre et mus par une intention. Je pourrais jurer qu'ils font entendre un chuchotement furieux. Après environ 15 minutes, ils s'éloignent lentement, toujours vers l'est, comme les unités d'un bataillon en ordre dispersé. Sont en vérité ceux que Salomon connaissait de longue date, ces êtres géants pleins de noirceur dont le nombre est légion et dont le pas ébranle la terre. J'ai répété le chant qui doit transfigurer la chose sans nom. Cependant, je suis pris d'étranges frayeurs quand je prononce ces syllabes, même à mi-voix. J'ai rassemblé tous les témoignages, et j'ai à présent découvert que le seul chemin pour arriver à lui passe à travers le caveau fermé à clé. Ce caveau a été construit dans un dessin infernal et doit recouvrir le souterrain conduisant au gîte immémorial. Quels sont les gardiens qui mènent à l'intérieur une existence sans fin, qui prospère de siècle en siècle grâce à une nourriture inconnue? Un fou seul peut faire à ce sujet des conjectures. Les sorciers de cette maison qui les ont fait venir à l'intérieur de la terre ne les ont connus que trop bien, comme le révèlent les bouleversants portraits et les souvenirs que recèle cet endroit. Ce qui me trouble le plus, c'est le côté limité du chant. Il évoque l'être sans nom, mais ne fournit aucune méthode pour le contrôle de ce qui est évoqué. Il y a naturellement les signes et les gestes généraux, mais il reste à voir
s'ils se révéleront efficaces à l'égard d'un tel être. Cependant, les récompenses sont assez importantes pour justifier qu'on court n'importe quel danger, et je ne pourrais pas me dérober, même si je le voulais, puisqu'une force inconnue me pousse nettement. J'ai découvert un nouvel obstacle. Puisque le caveau fermé à clé doit être traversé, il faut en trouver la clé. La serrure est beaucoup trop solide pour être forcée. On ne peut mettre en doute le fait que la clé est dans les parages, mais il ne reste plus beaucoup de temps avant le sabbat. Je dois chercher activement et à fond, et il faudra du courage pour ouvrir cette porte de fer, car quelles horreurs prisonnières attendent peut-être à l'intérieur. Depuis 1 ou 2 jours, je me suis tenu à l'écart de la cave, mais à la fin de l'après-midi aujourd'hui, je suis descendu de nouveau dans ces lieux interdits. Au début, tout était silencieux, mais en moins de 5 minutes, les pas feutrés et les chuchotements menaçants ont recommencé derrière la porte de fer. Cette fois, ils étaient plus forts et plus terrifiants que la dernière fois, et j'ai de même reconnu le glissement qui faisait penser à quelque monstrueuse bête marine. Mais à présent, plus rapide et nerveusement intensifié, comme si la chose essayait de forcer son passage à travers la porte où je me tenais. Tandis que le bruit de pas devenait plus fort, plus agité et plus sinistre, ces réverbérations infernales et impossibles à identifier que j'avais entendues lors de ma deuxième visite dans la cave ont commencé à résonner au travers. Ces réverbérations étouffées étaient comme un écho venu d'horizons lointains et semblables à des coups de tonnerre. À présent, cependant, leur volume était centuplé, leur timbre était chargé de nouveaux harmoniques terrifiants. Je ne peux mieux comparer ce bruit qu'au grondement de quelques monstres redoutables de l'ère révolue des sauriens, lorsque des horreurs primitives sillonnaient la terre et que les hommes serpents de Valusia posaient les fondations de la magie noire. C'est à un tel grondement, mais enflé jusqu'à un volume assourdissant qu'aucun gosier organique ne pourrait atteindre, que ce bruit s'apparentait d'une façon désagréable. Oserais-je ouvrir la porte et affronter l'assaut qui se prépare derrière? 29 avril. La clé du caveau est trouvée. Je suis tombé dessus aujourd'hui à midi dans la petite chambre fermée. Elle était enfouie sous des détritus dans un tiroir du bureau ancien, comme si on avait tardivement essayé de la cacher. Elle était enveloppée dans un morceau de journal en miettes daté du 31 octobre 1872. Mais intérieurement, elle était une première fois enveloppée dans un manteau de peau séchée. Évidemment, la peau de quelque reptile inconnu. Il portait un message en bas latin, de la même écriture en pâte de mouche que les cahiers que j'avais trouvés. Comme je le pensais, serrure et clés étaient largement plus vieilles que le caveau. Le vieux Claes van der Eyl les tenait prêtes pour un usage qu'il avait ou que ses descendants avaient en vue. De combien était-elle plus vieille que lui, je ne pouvais pas l'évaluer. En déchiffrant le message en latin, je tremblais en proie à un nouvel accès de terreur, poignante, de la peur sans nom. Les secrets des monstrueux primitifs, le gribouillage commençait ainsi, dont les mots abscons relatent les choses cachées existant avant l'apparition de l'homme, les choses que personne sur la terre ne devrait apprendre de peur de voir la paix perdue pour toujours, ne seront jamais révélées par moi. À Yanhao, cette ville perdue et interdite, vieille d'innombrables siècles, dont l'emplacement ne doit pas être dit, j'ai été dans la chair véritable de ce corps, et personne d'autre parmi les vivants n'y a été. Là j'ai trouvé, et de là j'ai emporté ce savoir que je perdrais avec joie, mais cela ne m'est pas permis. J'ai appris à jeter un pont par-dessus un gouffre qui ne devrait pas être franchi, et je dois appeler hors de la terre ce qui ne devrait être ni réveillé, ni appelé. Et ce qui est envoyé pour me suivre ne dormira pas, tant que je n'aurai pas trouvé et fait ce que ceux qui viendront après moi n'auront pas trouvé et fait ce qui doit être trouvé et fait. De ce que j'ai éveillé et apporté avec moi, je ne dois pas me séparer à nouveau. Ainsi est-il écrit dans le livre des choses cachées. Ce qui est parce que j'ai voulu et enroulé sa forme redoutable autour de moi. Et si je ne vis pas assez longtemps pour exécuter les commandements, autour de ces enfants, nés et non nés qui viendront après moi, jusqu'à ce que le commandement soit exécuté. Étranges seront peut-être leurs jonctions et terribles l'aide qu'ils pourront réclamer jusqu'à ce que le but soit atteint. La recherche doit se poursuivre dans des terres inconnues et obscures. Une maison doit être construite pour les gardiens de l'extérieur.
Ceci est la clé qui m'a été donnée dans la redoutable ville interdite de Yanho, vieille de siècles et de siècles. La serrure est celle que moi ou les miens doivent placer sur le vestibule de celui qui doit être trouvé, et que les seigneurs de Yadit viennent à mon secours, ou à celui de qui doit mettre cette serrure en place et en tourner la clé. Tel était le message. Après l'avoir lu, il m'a semblé que je le connaissais déjà. À présent, tandis que je trace ces lignes, la clé est devant moi. Je la regarde avec un mélange de crainte et de désir, et je ne peux trouver de mots pour en décrire l'aspect. Elle est faite du même métal inconnu, légèrement glacé de verdâtre que la serrure, qu'on ne peut mieux comparer qu'à du cuivre terni par le verre de gris. Son dessin d'ailleurs fantastique et l'extrémité en forme de cercueil de la lourde masse ne laisse subsister aucun doute sur la serrure à laquelle elle devrait s'adapter. La poignée forme approximativement une image étrange non humaine dont le dessin exact et la nature ne peuvent être indiqués à présent. En la tenant pendant un certain temps, il me semblait sentir une vie étrangère, anormale dans le métal froid, une accélération ou une pulsation trop faible pour être reconnue d'une manière ordinaire. Sous l'image est gravée une légende effacée par le temps dans ses hiéroglyphes blasphématoires ressemblant à du chinois que je suis arrivé à connaître si bien. Je ne peux distinguer que le début des mots. Ces mots, ma vengeance, se tient prête. Puis le texte s'efface et devient illisible. Il y a une sorte de fatalité dans le fait que cette clé ait été trouvée dans son heure, car demain soir c'était le sabbat infernal. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'au milieu de cette hideuse attente, cette question du nom de Slate me tracasse de plus en plus. Pourquoi devrais-je craindre de le retrouver lié avec les Vanderhale? Nuit de Valpurgis, 30 avril. L'heure est venue. J'ai veillé la nuit dernière pour avoir la clé luire d'une vive irradiation verdâtre, le même vert morbide que j'avais vu ici dans les yeux et sur la peau de certains portraits, sur ces inquiétantes serrures et clés, sur les monstrueux menhirs de la colline, et dans 1000 autres recoins de ma conscience. Il y avait dans l'espace des murmures stridents, des sifflements chuintants comme ceux du vent autour de ce redoutable menhir. Quelque chose venant de l'éther glacé me parlait. L'heure arrive. C'est un présage et je ris de mes propres frayeurs. N'ai-je pas les mots de la crainte et les 7 signes perdus de la terreur, le pouvoir coercitif de tout habitant du cosmos ou des espaces inconnus et ténébreux? Je ne vais pas hésiter plus longtemps. Le ciel est très sombre, comme si un orage terrifiant était en route, un orage encore plus violent que celui de la nuit de mon arrivée, il y a près de 15 jours. Venant du village à environ 1 kilomètre, j'entends monter un curieux et insolite balbutiement. C'est, je pense, parce que ces pauvres idiots dégénérés sont dans le secret et mènent sur la colline l'affreux sabbat. Ici dans la maison, les ombres s'amassent et s'épaississent. Dans l'obscurité, le ciel devant moi luit d'un reflet verdâtre qui lui est propre. Je n'ai pas encore été à la cave, il vaut mieux attendre, de peur que le bruit, murmure, pas feutré, glissement et réverbération étouffée ne m'énerve avant que je ne sois en état de déverrouiller la porte fatale. Je n'ai qu'une idée tout ce qu'il y a de plus général sur ce que je vais rencontrer et sur ce que je dois faire. Trouverai-je mon travail dans le caveau même ou bien dois-je m'enfoncer davantage dans le cœur obscur de notre planète? Il y a des choses que je ne comprends pas encore, ou du moins que je préfère ne pas comprendre. En dépit d'un terrible, croissant et inexplicable sentiment de familiarité ancienne avec cette sinistre maison. Ce toboggan, par exemple, descendant de la petite chambre fermée à clé. Et je crois savoir pourquoi l'aile du caveau s'étend en direction de la colline. 6 heures du soir. En regardant par les fenêtres du nord, je peux voir un groupe de villageois sur la colline. Ils ne paraissent pas s'apercevoir du ciel qui devient plus bas, et ils creusent près du grand menhir central. Il me vient à l'esprit qu'ils travaillent sur cet endroit creux entouré d'une bordure de pierre qui ressemble à l'entrée d'un tunnel bouché de longue date. Qu'est-ce qui doit venir? En quelle proportion ces gens ont-ils conservé les rites du vieux sabbat? Cette clé luit horriblement, et ce n'est pas de l'imagination. Vais-je oser l'utiliser comme il convient? Une autre question m'a grandement bouleversé en jetant avec nervosité un coup d'œil sur un livre que je feuilletais dans la bibliothèque. Je suis tombé sur une forme plus complète du nom qui me torturait la mémoire si intensément.
Trintje, épouse d'Adrienne Slett. Cette Adrienne me conduit sur le bord même du souvenir. Minuit. L'horreur se déchaîne, mais je ne dois pas faiblir. L'orage a éclaté avec fureur dans un bruit infernal. La foudre est tombée 3 fois sur la colline et malgré cela, les villageois hybrides et difformes se rassemblent à l'intérieur du cercle de pierres levées. Je peux les voir à la lueur des éclairs presque ininterrompus. Les grandes pierres levées se profilent d'une manière inquiétante, et il en émane une luminosité d'un vert atténué qui les fait apparaître, même en l'absence d'éclairs. Les coups de tonnerre sont assourdissants et ils semblent tous recevoir une horrible réponse d'une région indéterminée. Pendant que j'écris, les gens qui sont sur la colline ont commencé à chanter, hurler et mugir dans une version dégénérée, caricaturale du rituel antique. La pluie tombe à torrents, mais ils bondissent et émettent des sons transportés dans une sorte d'extase diabolique. Ia Shub Nigorat, le beau comme il chevreau. Mais le pire se passe dans la maison. Même à cette hauteur, je comprends et commençais à entendre les bruits venant de la cave. Ce sont les pas feutrés, les murmures et le glissement et les réverbérations étouffées à l'intérieur du caveau. Les souvenirs vont et viennent. Ce nom, Adrienne Slett, porte de grands coups étranges à ma conscience. Le beau-fils de Dirk van der Eyl, son enfant. Petite fille du vieux Dirk, et arrière-petite-fille d'Abaddon Corey. Dieu miséricordieux, je sais enfin où j'ai vu ce nom. Je sais, je suis cloué par l'horreur, car tout est perdu. La clé a commencé à donner une impression de chaleur dans ma main gauche qui la serre avec nervosité. Par moments, cette vague accélération ou cette pulsation est si nette que je peux presque sentir le métal s'agiter. Elle est venue de Jan Ho, dans un dessin terrible, et à moi, qui trop tard apprend quel mince filet de sang Van der Eyl s'infiltre à travers les Slett pour pénétrer dans ma lignée. À moi est échue la hideuse tâche d'accomplir ce destin. Mon courage et ma curiosité déclinent. Je sais quelle horreur gît derrière la porte de fer, et si Claes Van der Eyl était mon ancêtre, dois-je expier son péché sans nom? Je ne l'expierai pas, je le jure. Ici, l'écriture devient de moins en moins nette. Trop tard. Ne peut pas s'en empêcher. Les pattes noires se matérialisent et entraînent vers la cave.